Les secours qui se sont précipités dans un célèbre hôtel de San Francisco, seulement quelques heures après le début de 2026, ont trouvé Victoria Jones, la fille de l'acteur primé Tommy Lee Jones, morte. La police cherche à comprendre comment le début de l'année est devenu une tragédie alors que de nouveaux détails glaçants émergent. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que nous utilisons ici à Law & Crime qui peut vous être très utile. Ça s'appelle Truthfinder. C'est le puissant service de recherche dans les dossiers publics que nous utilisons pour faire des recherches ici à Law & Crime. Mais vous voulez parler d'une ressource utile? Vous entrez un nom, vous obtenez des informations d'adresse, vous obtenez l'historique criminel, et laissez-moi vous dire que cela peut vraiment vous rassurer. Truthfinder est l'un des plus grands services de recherche dans les dossiers publics aux États-Unis. Un abonnement payant offre un accès illimité aux rapports sur presque toute personne. Et cela inclut également la recherche de délinquants sexuels enregistrés dans votre région. Restez informé et en sécurité en consultant les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/LC. Victoria Kafka Jones, la fille de 34 ans de l'acteur Tommy Lee Jones, a été retrouvée morte dans un hôtel chic de Californie. Mais comment elle en est arrivée là? Cela reste encore entouré de mystères. C'est la question maintenant. L'hôtel Fairmont est connu pour accueillir de nombreuses célébrités de haut niveau. C'est un établissement vraiment prestigieux. Mais cette fois, au lieu d'une foule d'admirateurs, l'hôtel a été envahi par la police de San Francisco, les pompiers et les techniciens du bureau du médecin légiste. Selon TMZ, un appel concernant une urgence médicale est arrivé juste avant 3 heures du matin, jeudi, donc c'est le jour de l'an. Et environ 20 minutes plus tard, les policiers ont rencontré les ambulanciers qui leur ont dit qu'une femme adulte avait été retrouvée morte. Le Daily Mail a parlé avec une source qui a dit que c'était un client de l'hôtel qui avait trouvé Victoria au sol, au 14e étage du Fairmont. Le mail indique que ce client pensait que Victoria s'était évanouie à cause de l'alcool et a prévenu le personnel de l'hôtel. Mais tout le monde s'est vite rendu compte que la situation était bien plus grave et qu'elle ne répondait pas. Selon l'enregistrement audio des secours obtenus par TMZ, l'appel a d'abord été transmis à la radio comme une possible overdose. Écoutez ceci. Je vais transmettre à Jones et Leavenworth de répondre en compagnie 3 pour l'overdose avec changement de couleur. Répondez. Contrôle A1. Selon TMZ, Victoria a été déclarée morte sur les lieux. Les autorités n'ont pas encore révélé la cause ou les circonstances du décès en attendant le rapport du médecin légiste. Mais les autorités précisent qu'il n'y avait pas de preuves évidentes d'actes criminels, comme un traumatisme sur le corps. Ils disent également qu'il ne semble pas que Victoria se soit donné la mort. Il n'est pas clair non plus pour le moment si Victoria était une cliente enregistrée de l'hôtel ou si elle était simplement en visite. Espérons que ces réponses viendront, mais je vais vous en dire plus sur elle. Donc, malgré sa connexion avec son père célèbre, Victoria, il semble qu'elle ait passé une grande partie de sa vie loin des projecteurs maintenant. Elle a accompagné son père à plusieurs avant-premières au fil des ans. Nous savons que Victoria est née le 3 septembre 1991 de Jones et de son ex-femme, Kimberly Coffley. Elle a un frère, Austin, qui a 10 ans de plus qu'elle. Maintenant, Victoria semblait destinée à peut-être suivre les traces de son père à Hollywood, du moins au début. Elle a fait ses débuts au cinéma avec un petit rôle dans Men in Black 2 alors qu'elle n'avait que 10 ou 11 ans. En 2006, lors d'une interview au New Yorker, Tommy Lee Jones a loué le travail de sa fille. C'était sur le western Les Trois Enterrements de Melicatis Estrada qu'il a apparemment réalisé, a-t-il déclaré au magazine. C'est une bonne actrice, elle a sa carte du syndicat, elle parle un espagnol impeccable. Quand elle était bébé, j'ai dit à Laetitia, sa nourrice, de lui parler en espagnol. Maintenant, je vais dire ceci. Il a évoqué les difficultés de sa fille de 14 ans avec les appels matinaux déclarant « J'ai viré ma fille ». Elle devait se lever à 5 heures, mais un matin, elle ne voulait pas sortir du lit. J'ai dit « Chérie, c'est du travail », mais elle ne réagissait pas, donc je l'ai virée. Sans prévenir, l'équipe de production l'a réveillée et amenée en urgence sur le plateau. Victoria a eu quelques petits rôles au fil des ans, puis semble avoir quitté la comédie. Le San Francisco Chronicle rapporte, selon les tribunaux californiens, que Victoria Jones a été arrêtée plusieurs fois cette année dans au moins 2 comtés pour des délits mineurs. Nous avons pu confirmer, grâce au dossier du tribunal du comté de Santa Cruz, qu'une Victoria Jones y a été arrêtée l'été dernier pour ivresse publique et résistance à un agent. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu confirmer s'il s'agit de la même personne. Les dossiers du tribunal du comté de Napa révèlent que Victoria Kafka Jones y a été arrêtée 2 fois l'an dernier. En avril 2025, elle a été accusée de 3 délits mineurs, entrave à un agent de la paix, possession et usage présumé de stupéfiants.
En juin, elle a aussi été accusée de voies de fait domestiques dans le même comté, un délit mineur. Elle plaidait non coupable dans les deux dossiers et était libre sous caution. Mais à ce stade, nous cherchons encore des réponses. La police de San Francisco invite toute personne ayant des informations à les contacter au numéro affiché à l'écran. Nous l'ajouterons aussi à la description de l'épisode. Vous pouvez appeler le 415 575 4444 ou envoyer un service de message court au terminal d'identification du poste 411 en commençant votre message par SFPD. Et avant d'aller plus loin, je dois dire que nous pensons très fort à Tommy Lee Jones et à sa famille dans cette épreuve. Peu importe les circonstances, c'est vraiment une façon douloureuse et tragique de commencer la nouvelle année. Je suis désolé pour eux. Nous espérons qu'ils auront des réponses sur ce qui s'est passé dans cette chambre et nous vous tiendrons informés. Mais je voudrais en parler un peu plus ici. J'invite maintenant l'ancien détective de la brigade des homicides, Phil Waters, à en parler. Merci Phil pour votre temps et bonne année. C'est vraiment un début d'année très triste. Je veux juste savoir si un détective de la brigade des homicides viendrait sur une scène comme celle-ci. Je veux dire, à quoi ressemble l'enquête initiale? Eh bien, bonne année à toi, Jessie. Ça fait plaisir d'être de retour avec toi, je te le dis. Je dirais que dans un événement particulier comme celui-ci, où tu as au moins, au départ, je le classerais comme une mort suspecte. Impossible d'expliquer, il n'y en a pas. Apparemment, il n'y a aucun signe de traumatisme visible sur le corps. Je pense que, enfin, au hôpital psychiatrique départemental en tout cas, on enverrait une équipe là-bas. On enverrait probablement d'abord une unité de la police scientifique pour examiner la scène, puis on appellerait la brigade des homicides et on enverrait une équipe sur place. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est un événement assez étrange que cette jeune femme soit retrouvée morte au milieu du couloir en pleine nuit. Donc c'est ça, je pense. Je pense que dans ces circonstances, une équipe serait envoyée. Oui, une chambre dans le couloir. C'est intéressant d'ailleurs quand on traite avec un hôtel, n'est-ce pas? En quoi cela diffère-t-il d'une maison? En quoi cette scène est-elle différente de n'importe quel autre endroit où vous trouvez un cadavre? Est-ce que cette enquête est différente si vous avez affaire à une propriété aussi vaste que celle-ci? Eh bien, c'est une excellente question. Parce que j'ai travaillé dans la sécurité pendant 22 ans dans un grand hôtel à Houston. Et nous avons eu quelques incidents à l'hôtel qui ont nécessité l'intervention de la police. Quelques-uns d'entre eux ont nécessité l'intervention de la brigade des homicides. Et c'est différent dans le sens où vous avez un cadre différent. Ce n'est pas comme si vous aviez un espace fermé, comme une maison. Vous voyez, vous avez la maison et c'est tout. Vous avez, du moins dans mon cas, vous avez 1000 maisons. C'est un peu comme ça qu'on le voit dans chaque pièce. Donc chaque pièce est, faute d'un meilleur terme, une résidence, n'est-ce pas? Donc ça dépend de l'endroit où ça se passe. Maintenant, si ça se passe dans une pièce, alors ce couloir va être sécurisé et cet étage va être sécurisé. Et ensuite, il s'agit de ce que vous allez devoir faire. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez devoir commencer à fouiller cet étage. Si vous devez le faire, il faut bien sûr que la direction coopère avec vous pour sécuriser les lieux sans perturber le fonctionnement général de l'hôtel. De ce point de vue, cela devient plus compliqué, avec plus d'éléments à gérer. Et ensuite, vous menez l'enquête de la même manière que vous le feriez, peu importe où la scène se présente. Cette étape de sécurisation est sans doute la plus cruciale. On peut imaginer qu'il y a des caméras partout. Ainsi, établir une chronologie, retracer ses déplacements ou déterminer quand elle est entrée dans la chambre sera facile à documenter, n'est-ce pas? Je dirais oui, surtout si tout se passe dans l'hôtel. Mais on ignore si elle est sortie, puis revenue, etc. Donc oui, tu le ferais. Et il y a un moyen, il y a des façons de faire ça. Je sais que l'hôtel où je travaillais faisait comme ça à l'époque. Quand les vidéos ont vraiment commencé à arriver, ils ont installé toutes les caméras vidéo. Je suppose que l'hôtel où je travaillais a mis à jour tous ces systèmes et je suppose simplement que cet hôtel à San Francisco dispose d'une sorte de vidéosurveillance. Donc il faut le faire. Ensuite, vous pouvez aller à la heure d'entrée et de sortie de la chambre et avoir une idée du moment peut-être. En combinant cela avec les vidéos disponibles,
vous pouvez établir la chronologie, puis interroger les témoins et les amis. Regardez dans les téléphones portables, il existe de nombreuses façons, surtout dans notre monde numérique, de reconstituer une chronologie. Et ça va vraiment être important ici, parce que la seule chose étrange dans cette affaire, c'est que cette jeune femme est maintenant toute seule. Et quelqu'un, et je crois avoir lu ça, un invité, un autre invité, il n'est pas dit qu'ils sont associés à elle, ils l'ont trouvée, et donc ça va être. C'est la première question que je me pose. Qui l'a trouvée? Est-ce qu'ils ont une relation avec elle? Puis tu t'efforces de comprendre. Comment s'est-elle retrouvée seule au sol? Donc, mais encore une fois, il faut partir du moment où elle se trouve, puis remonter à partir de là et essayer de déterminer d'où elle est partie. Tu as déjà mentionné cela auparavant. Quand ils disent qu'il n'y a aucune preuve de jeu déloyal, j'ai 2 questions à ce sujet. Est-ce seulement aucun signe de traumatisme externe, n'est-ce pas? C'est sûrement pour ça. Et B, cela peut-il évoluer? Peuvent-ils le dire? Peut-être qu'il n'y a pas de preuve préliminaire de jeu déloyal, mais cela pourrait changer au cours de l'enquête. Eh bien, il n'y a aucun signe de jeu déloyal. C'est une invention des médias, non? Je n'utiliserai jamais ce terme lors de mes interventions. Je n'utiliserai pas ce terme. Je dirais plutôt comme ce que vous venez de dire. Mais à ce stade, nous n'avons aucun signe de traumatisme sur le corps, mais l'enquête est en cours. Pourquoi le dire ainsi? Cela peut-il changer? Pour être clair, nous n'en avons pas. Il se pourrait très bien que ce soit le cas. Il se pourrait très bien qu'il s'agisse d'un décès qui ne relève pas d'autres circonstances suspectes, qu'une autre personne soit impliquée, ou il pourrait y avoir plusieurs raisons. Mais cela peut-il changer? Qu'est-ce qui pourrait entraîner un tel changement? Comment devrions-nous l'envisager? Cela sera le résultat de l'enquête. R bis à N. Donc vous, et vous ne voulez pas vous précipiter. C'est l'une de ces situations où, avant de sortir, et de dire, et disons simplement pour notre discussion, si vous voulez vous exprimer publiquement. S'ils le font, ils déterminent qu'il y a des circonstances suspectes derrière cela, et ils approfondissent ces éléments. Vous devez être très prudent avant de faire une déclaration rapide pour informer le public que vous. Nous avons maintenant des preuves qui nous orientent dans une autre direction, mais encore une fois, l'enquête se poursuit. C'est un peu une question délicate parce que lorsque vous faites ce genre de déclaration, bien sûr, ce qui préoccupe l'hôtel, c'est la sécurité de ses clients. Donc si c'était quelque chose de suspect ou si c'était quelque chose causé par une autre personne qui l'a tué, alors ce sont les clients de l'hôtel qui sont concernés. Vous devez vous assurer qu'il y a un certain sentiment d'urgence ici pour garantir votre sécurité. Les forces de l'ordre font tout ce qu'elles peuvent pour apporter des réponses à cette affaire, et donc cela devient un problème de relations publiques. Et rassurer les gens en leur disant qu'il n'y a pas de tueur en liberté ici à l'hôtel. Et si c'est le cas, est-ce que cela lui est propre ou est-ce que c'est juste une personne au hasard, vous voyez? Il a traversé l'hôtel, l'a attrapé, l'a tué d'une manière ou d'une autre, puis s'est enfui. Donc encore une fois, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment. Si tu vas faire une déclaration d'une manière ou d'une autre, tu ferais mieux d'avoir des bases solides pour justifier la direction que tu prends. Parce que si tu sors et que tu fais une sorte de déclaration vague, tout ce que ça fait, c'est que ça crée des gens en ligne qui commencent à inventer des théories du complot et blablabla, et ça crée juste beaucoup de confusion qui n'est pas nécessaire. Je comprends parfaitement, tu as tout à fait raison à ce sujet. À quelle date la cause et les circonstances du décès seront-elles connues et communiquées publiquement? Eh bien, moi, le médecin légiste va s'en charger. Lorsqu'ils feront l'autopsie, ils pourront peut-être déterminer une cause préliminaire du décès. Euh, Peut-être celle-ci, parce qu'au moins sur les lieux, d'après ce qu'on nous dit, vous savez, ces vêtements sont en place, hein, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucun signe visible de traumatisme sur les lieux. Mais une fois qu'ils l'amènent chez le médecin légiste et qu'ils commencent à examiner le corps, ils pourraient voir certains signes de traumatisme. Il pourrait y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas vu sur les lieux. Et je sais que j'ai eu une scène où nous avons eu un décès. Nous avons amené le gars à
il est arrivé au bureau du médecin légiste. J'ai fait l'autopsie et j'ai découvert qu'il y avait un... Et c'était avec un tournevis. Une plaie punctiforme dans sa poitrine. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de saignement. Mais quand ils l'ont mis sur la table et qu'ils l'ont exposé, eh bien, on voit que c'est une toute petite plaie punctiforme. Et c'est comme ça qu'il est mort. Sa petite amie l'a poignardé avec un tournevis. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être racontées. Ce corps est une preuve, et une fois l'autopsie réalisée. Maintenant, ils pourront peut-être dire, une fois qu'ils commenceront l'autopsie, qu'il pourrait y avoir eu des problèmes cardiaques. Il pourrait y avoir d'autres éléments dans les organes du corps qui leur indiquent que c'est ce qu'ils pensent s'être produit, et c'est quelque chose de préliminaire, tu te souviens? Mais je pense que dans ce cas particulier, dans des cas comme celui-ci, ce qui va être crucial, ce sont les tests toxicologiques. Et ces tests toxicologiques, tu sais, ils prennent parfois des mois à revenir, certainement des semaines. Et ensuite, le médecin légiste a une meilleure idée pour établir une conclusion réelle sur la cause du décès. Et aussi, une fois que nous aurons la cause du décès, bien sûr, cela va déterminer la manière du décès. Donc, ces types de manières de décès qu'ils peuvent déterminer. Ils peuvent conclure à un homicide, ils peuvent conclure à une cause naturelle, ils peuvent conclure à un accident, ils peuvent conclure à une cause indéterminée. Nous devons attendre et voir. Et je sais que c'est là que les gens deviennent très impatients, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès relativement médiatisé comme celui-ci, qui est inexpliqué sur les lieux. Et encore une fois, cela a poussé les gens à inventer toutes sortes de théories du complot et d'histoires ridicules. Mais en fin de compte, laissez les enquêteurs faire leur travail. Je me demande si la famille est différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de conclure, comment communiqueriez-vous les résultats à la famille avant toute autre personne, avant les médias? Quelle est la conversation avec la famille? Les tenez-vous informés tout au long de l'enquête? À quel point communiquez-vous avec eux? Quels sont les résultats? Parlez-nous de cela. Eh bien, je l'ai fait de nombreuses fois, et c'est cela. Accompagner la famille lors d'un décès est l'une des tâches les plus difficiles pour un détective chargé des homicides. Du moins, au début, cela est inexplicable. Je veux dire, je pense qu'elle a quoi, 34 ans, c'est une jeune femme dans la meilleure période de sa vie, et tout à coup, boum, ça arrive. J'ai toujours pensé que le meilleur moyen de communiquer avec les familles était d'être direct, aussi ouvert et honnête que possible. Parce que, et je l'ai dit aux familles, j'ai dit, écoutez, je ne veux pas vous dire quelque chose que vous aimeriez entendre. Parce que lorsque vous découvrirez que c'est ce que je fais, vous allez m'en vouloir. Et je ne veux pas que vous m'en vouliez. Donc je veux être totalement transparent, je veux être ouvert et je veux vous dire ce que je découvre au cours de l'enquête. Afin que nous puissions mieux traverser cela, parce que c'est difficile, peu importe qui est la personne et qui est touché par la perte. Donc c'est difficile à faire. J'ai essayé d'être très empathique et de comprendre ce qu'il traverse parce que j'ai moi-même vécu ce genre de choses. Donc ça me donne juste un peu de perspective. Et je leur dis toujours, vous savez, je suis désolé, vraiment désolé pour leur perte, et j'essaye toujours de les rassurer en leur disant qu'ils sont dans mes prières. Et je le pense vraiment. Et cela apporte un peu de consolation, un peu de réconfort, au moins aux familles avec lesquelles j'ai parlé au cours de ma carrière. Et Phil, je vais te dire, ils ont eu de la chance de t'avoir, ils ont eu de la chance de t'avoir. Phil Waters, merci d'avoir pris le temps. Nous allons suivre cela de près et voir comment cela évolue. J'apprécie vraiment. Merci de m'avoir invité, Jessie. Voilà tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber, à bientôt.